Travailleuses, travailleurs, nous allons en entendre des promesses et des mensonges de la part des grands candidats. Il y en aura pour les femmes, pour les jeunes, pour les vieux, pour les petits commerçants, pour les agriculteurs. Ils vont le faire parce qu'ils ont besoin de nos voix pour être élus. Moi, je ne me présente pas pour faire carrière, pour être président de la République, ni même ministre dans un quelconque gouvernement. Je me présente pour dire en tant que femme du peuple qu'ils mentent tous quand ils parlent des femmes. Oh, bien sûr, ils ont créé un ministère de la condition féminine. Mais qu'est-ce que cela a changé dans la vie de millions de femmes? On a voté une nouvelle loi sur l'égalité des salaires masculins et féminins, et ces lois continuent à ne pas être appliquées, comme c'est le cas le plus souvent quand il s'agit de lois favorables au peuple. Il n'y a personne pour les appliquer ou pour les faire appliquer. Alors, les femmes continuent à être sous-payées, sous-qualifiées, et les femmes du peuple continuent à avoir des problèmes d'argent tous les jours. Plus encore, qu'elles soient au travail ou qu'elles soient à la maison, elles continuent à être considérées comme des citoyennes de seconde zone. Pourquoi cela? Pourquoi cette inégalité dans les faits et dans les mentalités? Parce que la femme serait inférieure à l'homme, moins capable, moins résistante, moins intelligente, mais tous les jours on peut vérifier le contraire. La société ne tient debout que parce que des millions de femmes remplissent modestement, obscurément, avec un dévouement sans limite, les tâches de ménagères, d'éducatrices, d'intendantes. Et pour près de la moitié d'entre elles, ces tâches s'ajoutent à leur travail social, car elles sont aussi OS, vendeuses, infirmières, employées, elles cultivent la terre, soignent les animaux, tiennent boutique. Sans les femmes, sans leur travail salarié, sans leur travail gratuit, la société actuelle s'effondrerait. Elle ne serait pas moins capable que Raymond Barre, un professeur d'économie peut-être, mais qui n'a jamais eu de problème de fin de mois, de gérer le budget de la nation. En tout cas, si elles avaient un pouvoir de décision sur le budget, quelle travailleuse, quelle mère de famille accepterait de gaspiller délibérément des milliards, le 5e du budget de l'État, pour entretenir une armée et construire des engins meurtriers qui, loin de nous protéger en cas de guerre, pourraient tout juste faire de notre pays un champ de bataille entre les deux super grands. Si les femmes s'occupaient du budget de la nation comme elles s'occupent du budget de la maison, elles choisiraient de consacrer l'argent des impôts à tout ce qui fait la vie quotidienne, l'école, les hôpitaux, les transports en commun, la santé, l'environnement, plutôt qu'aux engins de mort. Aucune femme ne sera cette fois-ci encore président de la République, mais toutes les femmes du peuple pourront dire en votant pour ma candidature au premier tour si elles sont pour la guerre ou si elles sont pour que l'on consacre l'argent de l'État à des œuvres utiles. Aujourd'hui, les jeunes de 18 ans ont le droit de vote. Et voilà tous les hommes politiques qui cherchent à les flatter, à les cajoler, à leur promettre monts et merveilles. Mais les hommes de la majorité au pouvoir n'ont pas honte de mentir aussi effrontément, car les jeunes, ils ne les aiment pas, ils s'en méfient. Le moindre rassemblement de jeunes, qu'il s'agisse de concerts ou de motos, attire les policiers comme le miel attire les mouches. Mais la société, notre société fermée, injuste, étouffante, hiérarchisée, crevant sous les fausses valeurs de l'argent, de la carrière, de la bouffe et de la propriété, n'est faite ni pour les femmes, ni pour les jeunes, ni d'ailleurs pour tous ceux qui ne peuvent pas peser sur les décisions des gouvernants. C'est ainsi que les hommes politiques ne redécouvrent l'existence des retraités qu'au moment des élections. Mais le reste du temps, ils ne veulent pas savoir comment vivent les retraités, avec un budget qui devrait faire honte à nos sociétés dites de consommation. Bien sûr, il y a de belles retraites. Il y a même des gens qui cumulent une retraite de l'armée ou de la gendarmerie avec un emploi actif. Ce n'est pas évidemment de cela que je parle. Non, je voudrais parler des autres, ceux qui sont le plus grand nombre. Il ne fait pas bon être âgé au XXe siècle, même dans les pays dits riches. Le gouvernement prétend avoir augmenté le minimum vieillesse et avoir tiré de la misère des centaines de milliers de personnes âgées. De la misère, oui, peut-être. Encore qu'il y ait chez les vieux des détresses cachées, des personnes qui n'ont pas su ou pas pu ou pas osé remplir les papiers nécessaires pour toucher le fonds de solidarité, par crainte, par pudeur, par ignorance, parfois pour ne pas nuire à leurs enfants. Nous en connaissons tous, comme nous connaissons tous de ces retraités qui ont travaillé toute leur vie, parfois bien avant que les assurances sociales existent, et qui vivotent à peine avec une retraite indécente. Car les retraités sont les premiers touchés par l'inflation, par la dégradation des services publics, par la complication de la vie administrative.
Et il y a quelques mois, le gouvernement a osé prélever sur les retraites imposables 1% sur le régime général, 2% sur les complémentaires, soi-disant pour combler le trou de la sécurité sociale. Mais leur retraite, les travailleurs l'ont déjà payée, on ne leur donne rien qu'ils n'aient gagné sou à sou dans une vie de travail. Il s'agit là d'une mesure qui frappe indistinctement quasiment toutes les retraites, les grosses comme les petites, et c'est à la fois injuste et indigne. Eh bien moi je dis, les anciens ne doivent rien à personne, c'est nous tous qui leur devons quelque chose, c'est leur travail, leurs sacrifices qui ont permis au pays de tourner. Dans une société moins avide, moins injuste, ils auraient encore toute leur place dans la communauté humaine. Comme des millions d'autres femmes au travail, je n'ai pas besoin de statistiques pour savoir ce que inflation et hausse des prix veut dire. Et je sais aussi ce que signifie pour tant de travailleurs l'angoisse permanente de perdre son travail sans espoir d'en retrouver, ce que signifie d'attendre en vain devant les bureaux d'embauche. Sur les 2 millions de chômeurs d'aujourd'hui, combien d'entre eux a-t-on fait travailler tant et tant dans le passé? 40 heures, 45 heures, quand ce n'était pas 50 heures. Les hommes politiques disaient alors que c'était nécessaire, que c'était pour l'avenir. Mais qu'est-ce que c'est que cette société où l'on refuse aux travailleurs le temps de vivre lorsque l'économie va bien et où on les condamne au chômage lorsque ça va mal? En plus des chômeurs, il y a 1,5 million de travailleurs intérimaires, 1,5 million de travailleurs dont le travail et les ressources dépendent des seuls aléas de la production et du marché. Et ils doivent en plus subir la morgue des chefs, assurés de trouver 10 postulants pour un salarié jeté à la rue. Bien sûr, il y a la crise, une crise internationale, une crise de tout le système capitaliste. Mais c'est un système fou, celui qui nous condamne à la pauvreté parce qu'on produit trop. C'est un système fou que celui où des usines modernes restent fermées, où tant de bras, tant de compétences sont réduites à l'inactivité forcée, alors que des besoins non satisfaits sont immenses. On nous dit que chacun a simplement sa part dans un malheur commun. Mais les travailleurs et tous ceux qui souffrent réellement de la crise n'y sont pour rien dans la situation économique catastrophique. Ce ne sont pas eux qui dirigent l'économie et ce ne sont pas eux qui l'ont menée à la faillite. Alors il n'y a pas de raison qu'ils paient pour messieurs Peugeot, Gilet, Ribou, Ambroise Roux, Ampin, Michelin ou d'autres. Il n'y a pas de raison pour qu'ils paient pour un régime dont eux ne tirent aucun profit. Quand les affaires allaient bien, les travailleurs n'ont pas touché plus que leur salaire. Mais les grandes entreprises ont multiplié leurs profits et leurs capitaux. Et aujourd'hui, pourtant, ce sont les grandes entreprises et leurs capitaux que l'État protège. Oh, il y en a qui n'ont même pas besoin de cette protection. Savez-vous que 2 des plus importantes compagnies pétrolières françaises, en une année, en 79, en pleine crise, ont multiplié leurs profits, l'une par 3, l'autre par 4. Qui, parmi ceux qui ne vivent que de leur travail, peut en dire autant? Les affaires d'autres grandes entreprises vont plus mal. Eh bien, avec l'argent pris dans notre poche, l'État leur a donné de quoi continuer à faire des bénéfices. Ces grosses entreprises, celles de la sidérurgie par exemple, qui ont reçu cet argent, ont-elles au moins créé des emplois? Non, pas un seul. Elles ont toutes comprimé, diminué leurs effectifs. La rationalisation de la production, comme ils disent, l'augmentation de la productivité que certaines de ces entreprises ont payée avec l'argent de l'État, avec notre argent, a-t-elle au moins atténué la crise? Non, c'est même le contraire qui se passe. Car toutes les grosses entreprises de par le monde, les américaines comme les allemandes, les japonaises comme les italiennes, ont toutes augmenté leur productivité en même temps et pour les mêmes raisons. Mais le nombre de clients susceptibles d'acheter n'a pas augmenté. Alors plus les grandes entreprises produisent d'automobiles ou d'acier, et plus la guerre économique entre elles est féroce. L'État protège le capital des grandes entreprises, mais pas le travail et le salaire de l'ouvrier. Pourtant, la balance n'est pas égale. Pour les travailleurs, il s'agit de leur gagne-pain, de leur vie. Alors, il faut que les capitaux servent à garantir, lorsque les affaires ne vont pas bien, le niveau de vie des travailleurs qui les ont produits. S'il y a crise, c'est aux banquiers, aux grandes entreprises de payer, ni aux travailleurs, ni aux paysans, ni aux petits commerçants non plus. Aux paysans, on avait dit, équipez-vous, modernisez vos installations,
Empruntez, il faut que vous soyez concurrentiel pour le marché commun. Alors certains se sont équipés en s'endettant et en tombant souvent sous la dépendance des banques et des grosses sociétés de l'agroalimentaire. Tandis que les autres, faute de moyens, ont dû quitter la terre, parfois pour devenir directement chômeurs en ville. Mais à quoi donc a servi que les paysans s'équipent pour être plus productifs? Une bonne récolte devrait se traduire par une amélioration et pour les consommateurs et pour les petits paysans. Mais c'est exactement le contraire qui se passe. Les prix à la consommation ne baissent pas. Par contre, les paysans n'arrivent pas à vendre leurs produits parce que les réseaux de distribution ne les achètent plus. Pour les capitalistes de la distribution, il est plus rentable de commercialiser moins mais plus cher. Il y a toujours une différence considérable entre les prix payés aux paysans et les prix à la consommation. Mais le petit détaillant qui amène la marchandise près du consommateur fait au moins un travail utile. Tout le monde ne peut pas se déplacer jusqu'aux grandes surfaces et celles-ci ne vendent moins cher que parce qu'elles font déplacer les consommateurs tant qu'ils pourront payer l'essence pour se déplacer en voiture. Mais leurs bénéfices sont en réalité bien supérieurs par rapport au travail fourni et même aux capitaux investis à ceux des petits commerçants. Eh bien pourquoi ne pas imposer à ces sociétés qui tout au long de l'année prélèvent leurs profits à la fois sur les paysans et sur les consommateurs de vendre sans bénéfice les produits agricoles excédentaires au moment des récoltes? Pourquoi ne pas imposer aux grandes sociétés de distribution de transporter à prix coûtant, sinon gratuitement, les excédents au moment des récoltes, de façon à ce que les agriculteurs aient une juste rétribution et que les consommateurs profitent de l'abondance? La droite au pouvoir, pour conserver ou pour gagner des voix aux élections, a libéré les prix, en autorisant les commerçants à prélever sur les consommateurs de quoi se protéger contre l'inflation. Seulement, à quoi bon cette liberté, même pour les petits commerçants, si demain la crise et le chômage font qu'ils n'ont plus de clients à qui vendre? Alors je dis que le sort des petits commerçants est lié à celui des ouvriers et des employés et que les travailleurs, et en particulier les personnes âgées, n'ont rien à gagner à ce que les petits commerces près de chez eux disparaissent. Et puis, je veux dénoncer ce que coûte aux classes laborieuses qui payent l'essentiel des impôts les colossales dépenses improductives de l'État, à commencer par le budget militaire. Ils sont là, tous les politiciens des grands partis, à chipoter pour savoir où trouver les 12 ou les 19 ou les 20 milliards pour leurs plans respectifs pour relancer l'économie, aussi insuffisants et mensongers l'un que l'autre. Mais ni la droite, ni Mitterrand, ni Marchais ne parlent de prélever cet argent sur le budget colossal de l'armée, qui pendant ce temps engloutit en une seule année 5 fois plus, soit 104 milliards de francs actuels. Pourtant, la moitié de ce budget sert exclusivement à payer les officiers et les militaires de carrière et ce qu'ils appellent leurs dépenses de fonctionnement. Pour défendre le pays, allons donc, la seule fois en 60 ans où le pays a été réellement attaqué, en juin 1940, à quoi ont-ils donc servi ces professionnels de la guerre? À rien. Et depuis, on les a vus à l'œuvre en Indochine, en Algérie, en Afrique, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres du territoire national, pour mener des guerres qui n'avaient rien à voir avec les intérêts de la population française. Guerres qu'ils ont d'ailleurs perdues, car ils avaient en face d'eux des peuples qui se battaient réellement pour se défendre. Voyez, la marine nationale, son seul haut fait d'armes depuis des années, a été de prendre d'assaut l'été dernier au large d'Antifère les bateaux des marins pêcheurs en grève. Alors franchement, ces gens-là, faut-il les payer très cher, année après année, pour intervenir contre le peuple ou contre la démocratie, le jour où justement un parlement ou un président élu ne lui convient pas, comme l'armée a tenté de le faire il y a peu en Espagne. Et comme on vient seulement de l'apprendre, l'armée avait envisagé de le faire également en Angleterre il y a 10 ans pour renverser un gouvernement travailliste. Travailleuses, travailleurs, je suis avant tout une candidate de gauche et mon combat est avant tout dirigé contre les hommes de la droite qui sont les candidats des exploiteurs et des riches. Mais je veux offrir un autre visage de la gauche que celui qu'en donnent Marchais et Mitterrand. Je me présente pour qu'au moins quelqu'un dise que quel que soit le candidat qui sera élu, la crise, l'inflation, le chômage continueront et que nous tous, ouvriers, employés, retraités, artisans, petits commerçants, paysans, tous ceux qui vivent de leur travail sans exploiter personne, nous saurons, si nous nous laissons faire, les sacrifier
de la crise, comme par Mitterrand, comme par Giscard, sacrifiés aux intérêts des grandes sociétés. Car les grandes entreprises et les banques chercheront inévitablement, avec l'aide de l'État, à réduire les classes populaires à la portion congrue. Alors, ce qui est important pour l'avenir, bien au-delà de la personne de celui qui sera élu, c'est que les classes populaires soient côte à côte, là où ça compte vraiment dans la lutte. Mais je dis aussi que ces élections doivent être au moins l'occasion de lancer un avertissement pour dire aux politiciens de droite comme à ceux de la gauche que ni les ouvriers ou les employés, ni les paysans ou les artisans n'accepteront plus qu'on leur mente encore et toujours. Je me présente pour que les électeurs puissent condamner la politique de la droite. Voter pour ma candidature, ce sera voter contre Giscard et Chirac, incontestablement à gauche. Mais ce sera aussi un vote de défiance envers les dirigeants de la gauche qui sont les faux amis des travailleurs, pour qu'ils sachent qu'on ne peut pas impunément trahir les espérances des travailleurs, pour que Marchais sache qu'on ne peut pas impunément se moquer des travailleurs en criant « Vive Mitterrand un jour et à bas Mitterrand le lendemain », pour que Mitterrand sache que les travailleurs n'accepteront pas qu'il gouverne à droite après avoir été élu avec les voix de la gauche. Je ne pense pas que Mitterrand fera mieux que Giscard, mais je ne me présente pas pour faire obstacle à son élection, car je suis solidaire des millions de travailleurs et d'électeurs de gauche qui souhaitent que Giscard soit battu et que Mitterrand l'emporte au deuxième tour. Et je dis que si les travailleurs, à tort ou à raison, préfèrent Mitterrand, il faut faire l'expérience de Mitterrand. Mais au premier tour, il faut que tous ceux qui sont contre la droite, mais qui ne font pas confiance aux dirigeants de la gauche, disent ce qu'ils pensent en votant pour ma candidature. Ce sera aussi la meilleure manière de montrer aux industriels et aux banquiers que quel que soit l'homme qui sera élu au deuxième tour, ils ne devront pas compter sur la passivité de la population laborieuse, de leur montrer qu'il existe parmi les travailleurs des villes, comme parmi les travailleurs des champs, des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ne sont pas résignés. Vous tous qui appartenez au grand peuple des travailleurs, le 26 avril, votez Arlette Laguiller. Ce sera un moyen pour vous de montrer que vous n'êtes pas prêts à être les victimes consentantes de la crise, que vous n'acceptez pas que vos votes ne servent qu'à arbitrer les rivalités entre les grands partis de gauche, que vous ne vous contenterez pas de discours et de promesses. Travailleuses, travailleurs, je vous demande de voter au premier tour pour une femme, une travailleuse, pour faire respecter toute la population laborieuse.